Un soir de PSG-OM, tout a basculé. Ce qui devait être un classique du football français s'est transformé en cauchemar, en drame, en blessure ouverte dans l'histoire du mouvement ultra-parisien. Ce soir-là, un homme, Yann Laurence, ne rentrera jamais chez lui. Supporter de toujours, figure bien connue de la tribune Boulogne, il sera violemment agressé au cœur d'une rivalité devenue incontrôlable. 3 semaines plus tard, il succombera à ses blessures. Ce moment marquera à jamais le monde des tribunes en France. Nous sommes le 28 février 2010. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement, décision prise par les autorités pour éviter les débordements. Mais malgré leur absence, l'atmosphère est explosive aux abords du stade. La tension est palpable. Dès 18h30, les premières échauffourées éclatent. Des heurts violents opposent les supporters parisiens aux forces de l'ordre. Les images qui circulent sont alors d'une rare intensité. Vers 19h30, le chaos prend une autre tournure. Certains membres du COP de Boulogne cessent de confronter la police et se dirigent vers la tribune Auteuil. Là, ils lancent une attaque contre d'autres supporters parisiens, ceux d'Auteuil, qui étaient en train de rentrer dans le stade. Des bagarres éclatent. Pris par surprise, plusieurs membres d'Auteuil tentent de se défendre. En voyant la violence de l'assaut, d'autres décident de quitter leur place dans le stade pour aller prêter main forte à leurs camarades dehors. Les gens d'Auteuil, voyant ça, voyant attaquer, voyant que leurs potes sont dehors, essayent de ressortir de leur tribune pour prêter main forte à leurs potes. Tellement ils essaient de sortir que même une porte casse. Nous, on les empêche de ressortir pour pas que ça parte en vraiment bagarre générale. Ce qui suit, c'est une scène de guerre. Une contre-attaque massive s'organise. Les supporters d'Auteuil se regroupent et poursuivent ceux de Boulogne. Coups échangés dans tous les sens, projectiles, torches, cris, panique. Le sol tremble sous la fureur des hommes. Au milieu de cet affrontement d'une violence inédite, Yann Laurence est à la traîne. Il est à l'arrière du groupe de Boulogne, une bière à la main. Son gabarit imposant l'empêche de fuir aussi rapidement que les autres. Il est vite rattrapé. Il chute, et alors, c'est l'horreur. Il est roué de coups. Poings, pieds, visage. Il est à terre et devient la cible. Certains témoins affirment même que plusieurs assaillants lui ont sauté sur la tête à pieds joints. L'agression dure entre 3 et 5 minutes, une éternité. Ce n'est que l'intervention de 4 policiers des renseignements généraux qui mettra un terme au lynchage. Quand les secours arrivent, Yann est étendu, inerte, baignant dans une mare de sang. À l'hôpital, ses parents sont confrontés à l'insoutenable. Des blessures extrêmes, une vision insoutenable de leur fils. Le verdict médical est brutal. Yann est plongé dans un coma profond. L'espoir de le voir se réveiller s'amenuise jour après jour. 3 semaines plus tard, le 17 mars 2010, Yann Laurence meurt des suites de ses blessures. Il avait 37 ans. Ce drame va briser sa famille, mais aussi révéler une partie de sa vie qu'elle ignorait. On savait qu'il suivait le PSG, mais qu'il faisait partie des groupes, etc. Non, il nous en parlait jamais. Yann était un membre historique de la Casual Firm, un des groupes hooligans les plus notoires de Boulogne. Dans les années 2000, il était connu pour son tempérament turbulent, souvent impliqué dans les affrontements. Mais selon plusieurs membres de la sécurité, ces dernières années, il s'était assagi, moins actif, plus discret. La tribune Boulogne ne l'oubliera pas. Lors du match face à Bordeaux, elle lui rend un hommage silencieux et puissant. Toute la tribune est vêtue de noir. Un immense tifo est déployé, le visage de Yann en noir et blanc, avec ces mots en lettres capitales, Yann toujours présent. Ce soir-là, malgré l'interdiction d'accès au virage, les anciens de Boulogne sont autorisés à entrer pour cette ultime révérence. Les joueurs du PSG arborent un brassard noir où l'on peut lire « Pour un parc sans violence ». Sur les tribunes, d'autres banderoles apparaissent, lui rendant hommage. En 2016, 6 ans après, un nouvel hommage lui est rendu. Parce que malgré le temps, malgré les années, Yann Laurence continue de vivre dans la mémoire de ses camarades. Et dans l'attente d'un procès, certains espèrent encore que justice soit faite. 5 ans après les faits, l'affaire Yann Laurence arrive enfin devant la justice. Le juge d'instruction décide de renvoyer 2 anciens membres de la tribune Auteuil devant la cour d'assises de Paris. Jérémy Ban et Romain Lafont, déjà incarcérés pour une autre affaire. Tous deux nient catégoriquement avoir participé au lynchage. Leur avocat insiste sur l'absence de preuves directes et dénonce une instruction lacunaire. Jérémy Ban n'a eu de cesse de protester de son innocence car il n'a pas commis les faits, porté des coups, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dont il est accusé. Il était présent comme à peu près 30 000 supporters du PSG ce soir-là. C'était un match contre l'OM, donc un match important. Il a été à proximité du lieu des faits parce que les faits se déroulent au pied de la tribune Auteuil. Donc il était finalement à l'endroit où il est tous les soirs de match et il n'a pas participé. Il a toujours indiqué qu'il n'avait pas participé à ces violences, ni de près ni de loin. Dès les premiers instants du procès, la tension est palpable. Le palais de justice se transforme en théâtre d'une rivalité qui ne s'est jamais vraiment éteinte entre Boulogne et Auteuil. Avant même l'ouverture de l'audience, une 60aine d'anciens supporters de Boulogne se présentent pour soutenir la famille Yann Laurence. Leur arrivée crée un climat électrique. Le ton est lourd, les regards sont noirs et certains cherchent visiblement à intimider les accusés, notamment Jérémy Ban et son avocat. Des scènes rares dans un lieu aussi solennel. Mais ce n'est qu'un début. Quelques heures après l'ouverture du procès, un témoin clé, ancien membre d'Auteuil, est violemment agressé dans l'enceinte même du tribunal. Une attaque qui choque tout le monde, y compris les magistrats et les avocats présents. 4 membres du COP de Boulogne seront immédiatement placés en garde à vue suite à cette agression. Revenons-en à l'essentiel du dossier. Romain Lafont est bien connu dans le monde ultra parisien. Membre influent des Supra Auteuil, il a déjà participé à plusieurs fights et n'a jamais caché son goût pour les confrontations musclées. Il avait notamment été condamné après des affrontements avec les supporters suédois de
Malmö. Mais ce 28 février 2010, le niveau de violence atteint un sommet jamais vu. Deux groupes ennemis se livrent une bataille rangée alors même que les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité. Et pourtant, une question demeure. Pourquoi les forces de l'ordre ne sont-elles pas intervenues plus tôt? Ont-elles sous-estimé la gravité de la situation ou choisi de temporiser pour ne pas attiser les tensions? Personne ne saura jamais vraiment. Ce qui est certain, c'est que les effectifs policiers étaient largement suffisants pour contenir les groupes. Pourtant, quelque chose a échappé. Un dysfonctionnement, une défaillance, peut-être une mauvaise coordination. Devant la cour, Robin Leproux, président du PSG à l'époque du drame, est entendu. Il explique que sa responsabilité s'arrête aux limites du Parc des Princes. La gestion de la sécurité aux abords du stade ne relevait pas de son domaine. À sa sortie, il refusera tout commentaire. Mais on se souvient encore de ces mots prononcés juste après le drame. Je ne peux pas vivre avec des images telles que celles qui défilent dans ma tête depuis ces 2 dernières nuits. C'est pas possible. Le procès met aussi en lumière de manière indirecte le fossé historique entre les deux tribunes. Boulogne, né en 78, est souvent associé à une base majoritairement blanche, parfois marquée par des idées nationalistes. Auteuil, plus récente, s'est formé dans une logique d'inclusivité avec une forte mixité culturelle. Deux mondes qui se sont toujours opposés et qui ce soir-là ont explosé. Devant la cour d'assises, les vidéos de surveillance montrent Jérémy Ban au sein des attroupements. Lors de sa garde à vue, il reconnaît avoir donné 2 ou 3 coups de pied dans les jambes de Yann Laurence en fin d'altercation. Il réitère ses propos devant le juge d'instruction avant de se rétracter. A noter que le régime de garde à vue de l'époque est aujourd'hui critiqué. Certaines garanties fondamentales n'étaient pas respectées. De son côté, Romain Lafont affirme être arrivé après les faits. Aucun témoin ne l'a vu sur place au moment du lynchage. Aucune vidéo ne permet de l'identifier. Pourtant, une phrase qu'il aurait prononcée lors de son interpellation va jouer contre lui. Si c'est pour le mec de Boulogne, c'est pas moi qui l'ai fini. Une déclaration lourde de sens pour la partie adverse, même si elle ne suffit pas à prouver sa participation directe, loin de là. L'avocat des parents de Yann Laurence déplore le silence de nombreux témoins. Pour lui, ce manque de coopération empêche d'identifier tous les auteurs. Une frustration immense pour la famille, en quête de vérité depuis plus de 5 ans. À l'issue des débats, les deux accusés risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'avocat général, elle, requiert 6 ans ferme. Le climat reste tendu jusqu'au dernier jour. Dans le camp de Boulogne, on sent une volonté farouche de voir ce drame puni. Lorsque le verdict tombe, les réactions sont partagées. Jérémy Ban est condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes. Il est la victime expiatoire de faits commis par d'autres, 10, 20, 30 personnes qui n'ont jamais été interpellés. Romain Lafont, lui, est acquitté. La cour estime qu'il n'a pas participé au lynchage, rien ne prouve sa participation. Mais pour certains, ce procès laissera un goût amer, un sentiment d'inachevé. Beaucoup parlent d'un échec judiciaire, car au final, les auteurs exacts du lynchage n'ont jamais été formellement identifiés. Et pour la famille de Yann Laurence, comme pour une partie de la tribune Boulogne, l'histoire reste en suspens. Au-delà du procès sous haute tension et des passions qu'il a ravivées, les conséquences de l'affaire Yann Laurence vont profondément transformer les tribunes parisiennes. Ce drame marque un tournant historique dans l'histoire du supporterisme au PSG. Dans les mois qui suivent, la direction du club, soutenue par les autorités, met en place ce qui sera appelé le plan Leproux. Ce plan de réorganisation radicale vise à éradiquer les violences et à assainir l'atmosphère autour du Parc des Princes. Les groupes de supporters historiques, autant à Boulogne qu'à Auteuil, sont dissous administrativement. Tous les abonnements en virage sont supprimés et un système de placement aléatoire est instauré pour éviter la reformation de groupes organisés. Impossible désormais pour les anciens ultras de se regrouper au même endroit. Avec ces nouvelles règles, l'ambiance au parc s'effondre du jour au lendemain. Qui était autrefois l'une des arènes les plus intimidantes et bouillantes du football français, devient un stade aseptisé, sans âme, peuplé de spectateurs plus que de supporters. Le Parc des Princes se transforme en un théâtre silencieux où l'on consomme le football comme un spectacle, bien loin de la ferveur d'antan. Mais cette stratégie de rupture ne passe pas inaperçue. Très vite, une résistance s'organise. En 2012, la mobilisation s'intensifie avec la création du collectif Liberté pour les abonnés, qui rassemble d'anciens ultras et de nombreux passionnés du PSG opposés au plan Leproux. Des manifestations sont organisées dans Paris, réclamant le droit de supporter librement, sans stigmatisation ni répression. Progressivement, cette contestation donne naissance à de nouveaux groupes, souvent issus des anciennes branches dissoutes. Même si la pression policière reste forte, le mouvement ne faiblit pas. Pendant 4 années, entre 2012 et 2016, la scène ultra-parisienne lutte pour faire entendre sa voix. C'est finalement en 2016 qu'un dialogue s'ouvre à nouveau entre les représentants du club et les supporters. Après de longues négociations, un compromis est trouvé, la création du collectif Ultra Paris. Ce nouveau collectif, reconnu officiellement, signe le retour encadré des ultras au Parc des Princes. Les tribunes retrouvent enfin de la couleur, du bruit et de la passion. La ferveur renaît, mais dans un cadre strictement surveillé. Depuis, le collectif Ultra Paris incarne la nouvelle ère du supporterisme parisien. Il redonne une véritable identité vocale et visuelle au parc, tout en collaborant avec le club pour éviter tout débordement. Mais cette position n'est pas sans critique. Certains estiment que le collectif Ultra Paris est trop docile vis-à-vis de la direction, d'autres regrettent une perte de spontanéité. Quoi qu'il en soit, l'histoire des tribunes parisiennes, marquée par des drames, des ruptures et une renaissance encadrée, témoigne d'une chose. À Paris, le football n'a jamais été qu'un jeu, d'une histoire de passion, d'identité et parfois de tragédie. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Je trouve cette histoire totalement fascinante. On a deux groupes qui supportent le même club, mais qui sont véritablement antagonistes. On a ce drame, à la suite de cette bataille rangée entre Boulogne et Auteuil. Je parle bien de drame, parce que peu importe dans le camp dans lequel on se trouve,
C'est un drame qui a entraîné des mesures sécuritaires avec le plan Le Prou qui ont fait leurs preuves. Clairement, si on se base d'un point de vue sécuritaire en tant que tel, il y a eu un arrêt des violences. Cependant, c'est un véritable désastre social quand on a une enceinte comme le Parc des Princes qui devient, voilà, qui était incandescente, voilà, clairement on peut se le dire, et qui devient le sanctuaire de spectateurs, de consommateurs. C'est tout simplement terrible et j'ai envie de dire que le parc était mort, comme le chantaient eux-mêmes les Parisiens. Et ensuite, en 2016, on a un nouveau souffle qui est imparfait à bien des égards, mais qui est intéressant. C'est une nouvelle page du supporterisme parisien qui s'écrit, bien loin de ce qui a pu être écrit précédemment, mais qui est très intéressante et qu'on va étudier prochainement sur la chaîne YouTube. En tout cas, voilà, j'espère que ce format, le format du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. C'était CK, on se retrouve en début de semaine pour l'écho des tribunes.